Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée magique. La pensée magique n'est pas une fleur poussant au bord des autoroutes de l'information, sa corolle maculée par les gaz d'échappement des hordes de trolls numériques, son pétiole malmené sous les vagues de la désinformation et son parfum évanoui, lessivé par les effluves de la colère en ligne et du fumet terreux des vieilles idées mortes. Mais alors la pensée magique, qu'est-ce que c'est ? Les phénomènes inexpliqués fascinent beaucoup d'entre nous. La majorité des Français croient au moins une discipline des parasciences, parmi lesquelles l'astrologie, 41%, les lignes de la main, 29%, la sorcellerie, 29%, la voyance, 26%, la numérologie, 26%, ou la cartomancie, 23%. Et c'est reparti. Tu vas encore nous dire que les humains sont bêtes. J'ai jamais dit ça, Mandax. Je suis sûr que c'est ce que tu penses. Tu estimes pouvoir lire dans mes pensées? Si je réponds oui, je passe pour un crédule. Tu as le droit. C'est une croyance qui ressemble à celle de beaucoup de gens. Perceptions extrasensorielles, sorties hors du corps, rêves prémonitoires, dons de guérison, voyance, médiumnité, etc. Toutes ces croyances prennent de multiples formes, mais pas de manière désordonnée. Il y a une logique derrière ces croyances et ces pratiques. Si c'est logique, tout va bien. Je suis content, tu deviens raisonnable. Ça t'a fait du bien, cette longue pause dans le format. Tes sarcasmes avaient manqué à tout le monde. Oui, je sais. Les humains passent leur temps à faire des inférences. Nous tirons des conclusions à partir des informations disponibles, et en particulier, nous excellons à identifier la cause des événements du quotidien. Comprendre les relations de causalité est primordial pour maîtriser son environnement. Notre cerveau est si bien adapté à cette tâche que nous la réalisons souvent sans le moindre effort. Si la batterie de mon téléphone est à plat, je comprends que c'est parce que j'ai oublié de le recharger hier. Si Francis dit tant de mal de Didier, c'est sans doute lié au fait que Didier a tagué des insultes sur la porte d'entrée de Francis avant de peindre son chien en rose. Si j'ai un coup de soleil, la cause est transparente, etc. Tu appelles ça de la vulgarisation? Tout le monde était déjà au courant. Mandax, tout le monde n'a pas forcément conscience de l'importance de ces inférences, ni de la facilité avec laquelle nous les manipulons. N'empêche, je vois pas le rapport avec la magie. Nous sommes tellement habitués à déterminer sans peine les causes des phénomènes quotidiens que nous manquons de prudence quand l'inférence n'est plus si évidente que ça. Quand l'explication logique ne nous apparaît pas, notre esprit sécrète immédiatement de l'attribution causale en piochant dans diverses modalités. Si je me sens mal dans une vieille maison, peut-être est-elle hantée. Si je repère une coïncidence étonnante, je peux imaginer que quelque chose cherche à attirer mon attention. Si des événements négatifs se produisent, je peux accuser la malchance, le karma ou une malédiction. Les choses ne se produisent pas sans raison, Vlad Tapas. Que ça te plaise ou non, des fois, on sait pas. Et quand on sait pas, faut-il en conclure que c'est magique? Je connais cette technique, qui consiste à poser des questions pour que l'autre passe pour un idiot. Moi, je dis qu'il existe des forces qui transcendent les barrières entre les réalités matérielles et mentales. Et moi, je dis que l'esprit agit sur la matière. Nous créons notre réalité. Et si je le veux suffisamment, je peux me débarrasser de cette apparence de vieille chaussette et devenir l'avatar ultime de la science incarnée. Un sage barbu, vraiment sexy, environ 1m80, avec des lunettes et fringant dans sa blouse immaculée. Mandax, c'est pas la peine de te mettre dans un tel état. Ton scepticisme ne passera pas cette fois, Vlad Tapas. Regarde-moi, vois comme tu as tort. Transmutation! La tour! Veraka! Nectar! Je suis leur zététique. Voilà, c'est... De quoi j'ai l'air? C'est bien, non, hein? Ah oui, c'est trop bien.
Nous faisons ces inférences sans difficulté, mais sans les confondre tout à fait avec le fonctionnement ordinaire du monde. Nous savons qu'il s'agit de causalité extraordinaire, anomalistique, spéciale. Nous avons conscience d'entrer dans un mode de spéculation, d'ordonnancement du réel, mais qu'il ne s'agit pas de produire n'importe quelle association causale. La magie semble obéir à des règles. La pensée magique, ce n'est pas juste une croyance fausse comme nous en avons tous. Si j'affirme que Sydney est la capitale de l'Australie, que Nelson Mandela est mort en prison, que les chauves-souris sont aveugles ou que les araignées sont des insectes, vous détectez probablement que je tiens pour vrai des énoncés faux. Mais vous n'avez aucune raison de les ranger dans la catégorie du magique ou du paranormal. La pensée magique se caractérise par la croyance en un lien causal entre mes pensées, mes intentions, mes états mentaux et des événements autour de moi ou dans mon corps, en l'absence de raisons rationnelles d'identifier un tel lien causal et de toute information fiable sur la nature du phénomène qui serait à l'œuvre. Et sur moi, ça a marché, je te signale. Regarde, j'ai transmuté. Oui, enfin, nous sommes dans une vidéo scénarisée, Mandax. Nous portons des costumes et je récite un texte écrit par le type qui a la main dans ton... La magie repose sur quelques principes. Ce n'est pas un caprice complètement anomique et désordonné, elle a une structure. Elle est notamment irriguée par 2 lois, résumées par les chercheuses Mariana Lindemann et Kia Arnaud comme suit. La loi de la contagion veut que les choses qui ont été en contact continuent d'agir les unes sur les autres à distance après que le contact physique a été rompu. La loi de la similitude établit qu'une ressemblance superficielle indique ou provoque une ressemblance profonde, une sorte d'essence commune. Attends, est-ce que ça aurait un rapport avec le principe de similitude de l'homéopathie? Tu te rends compte de ce que tu dis? Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce que t'as pas dit? La différence essentielle entre les croyances superstitieuses, magiques ou paranormales et les autres types de croyances non fondées peut être saisie via le concept des connaissances fondamentales ou core knowledge, c'est-à-dire les connaissances que les enfants apprennent sans instruction. Elles reposent sur des mécanismes d'apprentissage spécialisés par domaine qui ont évolué en réponse à notre environnement ancestral. Nous avons, dès le plus jeune âge, une compréhension intuitive des entités physiques qui occupent l'espace et interagissent. Notre appréhension des entités biologiques est une adaptation à nos besoins de nourriture et d'évitement des prédateurs et des maladies. Dès l'âge de 4 ans, les petits humains comprennent que les comportements anormaux ne sont pas contagieux et savent détecter des substances contaminées. De même, les connaissances fondamentales des entités psychologiques nous permettent de comprendre très tôt que les êtres animés sont des agents dotés d'intentions, de besoins et de pensées, et que ces entités mentales ne sont pas matérielles. Ces connaissances fondamentales sont les ingrédients de base pour fabriquer des adultes rationnels, capables de traiter les entités de leur environnement selon leurs attributs respectifs. Donc, tout le monde est rationnel. J'avais encore raison, ceci est la fin de cet épisode. La théorie de la confusion ontologique explique que la pensée magique est le résultat d'une sorte de malentendu cognitif dans un esprit qui mélange les catégories des connaissances fondamentales. Tu dis quoi là? Je suis confus? Parfois, nous traitons les entités mentales comme si elles étaient physiques. Et inversement. Non, moi je fais jamais ça. La parole permet de véhiculer des contenus mentaux qui sont immatériels et sans aucun pouvoir sur la matière inerte. Et pourtant, nous leur attribuons des effets qui ne s'expliquent pas de manière rationnelle. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors faisons ensemble une petite expérience domestique. Il y a fort à parier que ce que je vais vous demander de faire pour cette expérience vous dérange. Je vous demande de penser à une personne qui vous est très chère, avec qui vous voudriez passer plus de temps. Tu penses à qui? Enfin, je pense à toi, Mandax, mon fidèle compagnon. Oh, c'est mignon, je suis content. Et maintenant, je veux que vous souhaitiez tout le mal du monde à cette personne. Hein? Prononcez son nom à voix haute. Mandax va mourir demain, dans d'abjectes souffrances. Non mais ça va pas dire, enfin, Fled. Bon, qu'est-ce qui te gêne, Mandax? Tu veux que les gens souhaitent ma mort? Mais non, mais c'est un exemple. Je veux qu'ils annoncent la mort atroce et abjecte d'une personne qu'ils aiment par-dessus tout. Oh, mais ça se fait pas. Putain. Tu penses qu'une telle phrase peut causer du tort, qu'elle peut provoquer une mort affreuse? Non, mais enfin, on sait jamais. La plupart des gens raisonnables pensent comme toi. On sait bien qu'une telle déclaration n'a pas d'effet sur la réalité.
Mais ça nous dérange. C'est le début de la pensée magique. Et ça n'est pas complètement insensé parce que la parole, ce n'est pas anodin. C'est très souvent un moyen d'avoir un réel pouvoir sur notre environnement. Depuis les travaux du biologiste Jean Piaget, on considère que la pensée magique fait partie d'un stade de développement cognitif chez les jeunes enfants. Plus récemment, on convient qu'elle persiste en partie chez tous les adultes. Si l'on propose à un enfant de remplacer sa peluche préférée, à laquelle il est très attaché, par une copie conforme créée dans un duplicateur moléculaire imaginaire, il y verra un problème, car sa peluche fétiche ne se réduit pas pour lui à un assemblage de matière. Et les adultes alors? Pour toi, Vlad, je ne suis qu'un assemblage de matière, un simple objet. Pour l'enfant, la peluche est aussi une entité avec laquelle il entretient une relation, à laquelle il attribue des états mentaux, des souvenirs. Et moi, Vlad? Et moi? Depuis le temps qu'on parle, je suis réel ou pas? Je suis réel, Vlad? Avouez qu'il est facile d'éprouver cette confusion, par laquelle une entité inerte se voit octroyer ce qui n'appartient qu'au cercle des êtres animés. C'est donc cela. Je sers d'exemple. Je ne suis qu'une blague pour vous. Un livre, s'il est dédicacé de la main de son auteur célèbre, a souvent plus de valeur. La cuillère à thé de la reine d'Angleterre est un peu plus qu'une simple cuillère. Dans le christianisme, les reliques secondaires sont des objets qui étaient en contact avec un saint, ce qui leur confère quelque chose en lien avec les qualités prêtées au saint en question. Cette fusion entre les catégories amène à conclure, par exemple, que les contenus mentaux ont les attributs d'entités physiques ou animées, d'où la possibilité qu'une pensée puisse toucher des objets, psychokinèse, ou se déplacer par elle-même, télépathie. Anges et démons sont aussi des concepts transgressant les frontières ontologiques. Ainsi, on peut considérer les croyances magiques comme des erreurs de catégorie, où les attributs de base des entités et processus mentaux, physiques et biologiques sont, littéralement, confondus les uns avec les autres. Mais est-ce pour autant une mauvaise chose si ça permet de croire à l'existence de personnages fictifs dans les dessins animés ou dans un théâtre de marionnettes? On peut décrire ce genre de phénomène et de croyances sans pour autant porter un jugement sur les gens concernés. Ah bon? Mais il faut que le monde sache! Puisqu'elle résulte d'une forme de confusion, la pensée magique ou superstitieuse dénote d'un manque de pensée critique sur sa propre pensée. Mais on ne peut pas la résumer à une simple erreur, dans la mesure où les tenants croyants sont souvent exposés aux raisons, notamment scientifiques, de ne pas y croire, et font quand même le choix d'y croire. La magie et la superstition ont du succès chez nos congénères, parce qu'elles remplissent une fonction. En tant que système d'inférence et d'attribution causale symbolique, la magie ne sert pas seulement à faire semblant, elle ne se limite pas à un jeu puéril de l'imagination. Si tu es en train de dire que la magie ça marche, alors moi j'ai plus envie d'y croire. Il y a des gens qui se forgent une opinion en choisissant d'être constamment en opposition à une personne ou à un groupe. En opposition aux zététiciens par exemple, tu trouves ça intelligent? On a le droit de pas être intelligent. C'est ton argument. Cette conversation m'ennuie. Est-ce que la magie, ça marche? Eh bien, ça dépend ce qu'on entend par là. Les rituels, par exemple, ne sont pas sans mérite. C'est particulièrement démontré dans le monde du sport, où non seulement ils peuvent améliorer les performances en réduisant l'anxiété, mais aussi réduire l'amplitude de la réponse neurale consécutive à l'échec. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'anthropologue états-unien Stanley Jayaraja Tambia, de nombreux actes magiques ne visent pas à réellement atteindre une efficacité concrète, mais plutôt à produire un effet dramatique. Ça alors, si je m'attendais. Le succès de la magie se mesure surtout à l'aune de sa capacité à générer un cadre de lecture porteur de signification. Elle remplit donc des fonctions importantes, mais elle opère sur un plan dissocié de celui des sciences. Il s'agit d'un moyen de donner un sentiment de contrôle ou de sécurité dans des situations incertaines ou stressantes. Je dois t'avouer que je ne pensais pas t'entendre reconnaître que la magie fonctionne et que c'est une bonne chose, chers spectateurs. N'hésitez pas à acheter des formations pour développer vos pouvoirs et vous fier au moindre gourou mentaliste qui utilise un vieux truc pour vous convaincre qu'il est l'être le plus sensationnel que vous verrez dans votre vie, puisque Vlad Tapas valide tout. Mandax, stop! Tu surinterprètes là. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit, tu sautes sur des conclusions ineptes et dangereuses, tu trolles mais en croyant quand même un petit peu à ce que tu dis. Tu fais aucun effort pour comprendre ce que tu critiques là en fait. C'est ma transmutation, je me suis changé en section commentaire. Ah bah. Jusqu'à maintenant, je n'ai porté aucun jugement sur la pensée magique. Nous l'avons simplement décrite et un peu expliquée. Expliquer n'est pas justifié. Bah voilà, ça c'est pertinent. Oh merci Vlad. Mais évidemment,
quand on considère que la pensée critique est une bonne chose pour chacun et pour le monde. La pensée magique présente des défauts très graves. Mal identifier les raisons pour lesquelles les phénomènes se produisent, croire en une causalité alternative, c'est courir vers les problèmes. On risque de prendre des décisions sur la base de suppositions non vérifiées. On renonce à chercher des explications rationnelles et scientifiques pour les événements ou les phénomènes. Cela conduit au rejet des méthodes et savoirs éprouvés. On adopte des comportements risqués. On s'expose à de graves déceptions quand les résultats espérés ne se produisent pas. On verse dans la discrimination des personnes ou des groupes qui ne partagent pas les mêmes croyances ou pratiques. Et on exclut socialement les personnes considérées comme ayant des pouvoirs magiques ou étant sous l'influence de forces surnaturelles. On se radicalise et on s'enferme dans des croyances irréfutables qui empêchent d'envisager d'autres points de vue. On devient dépendant des discours et des autorités magiques qui peuvent conduire à des dérives sectaires. En somme, la magie et la superstition peuvent nuire à la cohésion sociale, à la santé individuelle et collective, ainsi qu'à la recherche de la vérité et de la compréhension rationnelle du monde. Et tu pourras pas dire que t'as pas porté le jugement, hein? Plus fondamentalement peut-être, cette forme de pensée est associée à une mauvaise santé mentale. Les données abondent. La pensée magique est corrélée avec des hallucinations auditives et la schizophrénie. Elle est corrélée avec les troubles obsessionnels compulsifs. Elle est corrélée avec une mauvaise perception des risques et des comportements préjudiciables en raison du sentiment d'avoir établi une sorte de contrat avec des entités protectrices. Elle est fortement corrélée à l'addiction aux jeux de hasard. La pensée magique est corrélée à une plus grande vulnérabilité de disruption cognitive par des situations de fortes émotions. Elle est inversement corrélée à la tolérance à l'ambiguïté et au non-sens en raison de sa forte connexion avec la peur de perte de contrôle. Et ça prouve quoi tout ça, s'il te plaît? Ces résultats doivent nous mettre en éveil sur les problèmes personnels que de telles croyances pourraient révéler, car le monde de la pensée magique est rempli d'offres toutes plus alléchantes les unes que les autres. Oh oui. Allez à la rencontre de votre identité secrète, de vos pouvoirs cachés, de l'histoire occulte du monde, de votre âme, et des luttes mystérieuses entre les forces du bien et celles du mal, moyennant quelque achat, contribution ou suggestion au canal de vérité choisi. Exactement. La vulnérabilité accrue de certains croyants envers les discours trompeurs rappelle l'importance de bien distinguer les idées et les personnes, et de se souvenir que les croyants sont souvent les premières victimes des conséquences de leurs propres croyances, tandis qu'en profitent celles et ceux qui font profession d'exploiter leur crédulité. S'extraire de la causalité banale, celle qui concerne tout le monde, celle des statistiques, des tableaux de chiffres qui régissent les foules, tel est l'apport de la pensée magique, dans une relation intime avec l'existence, une vision plus enchantée, où l'on s'accorde une liberté que toutes les règles du monde pourraient sembler vouloir nous ravir. C'est le droit de croire à la chance sur 1 million, aux exceptions à la règle. C'est la pensée anomalistique, qui se veut singulière, mais rattachée à un grand tout, irréductible dans tous les sens du terme, qui nous extrait du décor où végètent les autres, tous engoncés dans une réalité plate, illusoire, que l'on perce à jour comme en quittant la caverne de Platon. Et l'on deviendrait presque lyrique à décrire cette vision du monde, affranchie des œillères castratrices du mécanisme inhumain des physiciens, des lois impersonnelles des juristes, des fatalités économiques et des équilibres instables de la géopolitique. La pensée magique sait toujours s'enfuir, c'est son pouvoir, rien ne l'emprisonne. Elle est gazeuse et précieuse de par la liberté même qu'elle représente, riche de toutes les possibilités qui débordent les frontières de notre imagination. Cet épisode me met un peu sur une dessus-dessous, hein. Un coup tu dis que la magie c'est dangereux, un coup tu dis que c'est bien, qu'est-ce qu'il faut croire à la fin? Oula, attends Mandax, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire. Le penseur critique, son truc, c'est de se motiver à chercher des raisons de ne pas croire ce qu'il croit. Et donc, il faudrait accepter de changer d'avis sur la magie. Au moins le temps de voir si une opinion différente peut tenir la route. Ça veut dire que j'ai le droit de continuer de dire que je suis la zététique? Franchement là j'ai comme un doute.